Bonjour, je m'appelle Jason. Je suis développeur depuis maintenant bientôt 4 ans et je suis aussi développeur chez Linkvalue depuis 2 ans bientôt. Le sujet d'aujourd'hui, du coup, ça va être React Apollo et GraphQL. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que du coup, c'est une techno vachement utile et je trouve qu'elle est encore très peu utilisée. Ce qu'on va voir en fait, c'est une introduction à GraphQL. Qu'est-ce que c'est que le Graph Query Language du coup? On va le comparer un peu à du REST pour voir les avantages et les inconvénients. Et après, on rentre dans le vif du sujet et on va définir GraphQL. Alors, qu'est-ce que seront les types, les résolveurs? On va voir en fait le playground aussi. Et là, c'est la partie live coding. Du coup, on va voir le client React. Comment faire des requêtes, les queries et les mutations. L'utilisation des hooks, du coup, grâce à React, et l'utilisation du cache pour éviter de faire des requêtes inutiles. Du coup, on commence. Alors, GraphQL, c'est un langage un langage de requête qui a été créé en 2012 par Facebook et il a été rendu open source en 2015. En fait, ce qui rend possible, c'est de faire une requête en... Pas de souci. Ce qui rend possible, c'est de faire une requête avec des éléments dont on a besoin et de virer les éléments dont on n'a pas besoin. On peut faire du coup une requête, en une requête récupérer plusieurs informations. C'est plutôt cool. Euh, Contrairement à du reste où deux fois on a besoin de faire plusieurs requêtes pour la même page. Et du coup l'API est auto-documentée. En fait GraphQL c'est un langage typé. Du coup ça nous permet de créer une documentation en fait automatique. On a aussi pas mal, grâce à Apollo, en fait, on a pas mal d'outils pour améliorer le confort du développeur. En fait, GraphQL, c'est une communauté assez énorme. Du coup, il y a pas mal de choses qui sont faites pour justement le confort de code et aussi des outils bien pratiques. Et ça nous permet aussi d'avoir une API non bloquante. Le back peut continuer à développer sans avoir comment dire, sans avoir à créer justement, enfin faire des déploiements des deux côtés, enfin du côté front et back en même temps. Du coup, on rentre dans le vif du sujet avec les types. Comme je le disais avant, c'est un langage typé. On va retrouver différents types. Du coup, les types basiques, l'ID qui est égal à un ID sur une base de données. Le type string, qui est une string. Int et float, on voit qu'ils sont différenciés. En JavaScript, on retrouve le type number. Le type boolean et le type enum qui est une suite de strings. À côté de ça, on a les types scalaires en fait qui sont souvent proposés par des librairies tierces. Du coup, ça va nous permettre d'utiliser des dates ou ce genre de trucs. Ça permet en fait de sérialiser des données en fait en récupérant depuis la base de données et en les utilisant après. Elles sont comment dire interprétées par JavaScript. Et on a aussi les types custom. Du coup, c'est les types qu'on va créer du coup pour pouvoir, que le développeur front va directement requêter. On a les listes qui sont du coup l'équivalent des tableaux en JavaScript. Et ces listes sont typées, du coup, on peut pas mettre n'importe quoi dedans. Ça va être des tableaux d'un seul et même type. Et on a le type input qui va servir pour les mutations et les injections en base de données. Du coup, pour le comparer à du reste, ça va être pour du post. Oups. Et voilà. Comment on fait pour faire une requête sur du GraphQL? En fait, le développeur back va créer des résolveurs. Ces résolveurs, ce sont des méthodes en fait qui sont appelées pour interfacer avec la base de données, un client S3 ou autre chose. Du coup, ça permet de renvoyer en fait ce qu'on veut grâce à du JavaScript. Je vais le montrer du coup. Hop, un résolveur, ça va être ici.
forcément c'était pas prêt. Là. Alors, le résolveur, en fait, il est ici. Euh, du coup, ce que j'ai fait, en fait, ici, c'est que j'ai créé, enfin, grâce à un ORM, j'ai pu requêter, du coup, différentes données sur la base de données. Du coup, là, je requête des animaux de compagnie et je les renvoie. Je les trie par ordre descendant et date de création. Et pareil, pour demander un seul animal de compagnie, on va lui fournir un pet ID qui va permettre de retrouver l'entrée en base de données. Euh, comment comment on met un serveur en place du coup? Touc touc touc. Alors on voit ici qu'en fait on crée les types par défaut, les types scalaires avec la date, le date time. On va initialiser les types query et mutation. Voilà. Et ici, je crée un schéma. Du coup, je récupère tous les types que j'ai créés. Je vais les montrer juste après. Je récupère tous les types que j'ai créés et je les utilise en fait pour pouvoir les mettre ensemble avec les résolveurs et former un serveur Apollo. Ce serveur Apollo, hop, du coup je le réutilise ici, je l'applique en fait sur mon serveur, je l'applique sur mon serveur REST. C'est une façon parmi d'autres d'utiliser Apollo. On peut aussi développer un serveur Apollo entièrement, mais en général quand on implémente Apollo, c'est qu'on a déjà une API REST. Du coup, c'est ce que je voulais montrer ici. Et pour les types, hop. Du coup, tout à l'heure, on a vu les variables possibles dans les types. Là, j'ai créé un type user avec un ID, un first name, un last name et ainsi de suite. Là, il y a un tableau, du coup, une liste de pets, enfin d'animaux de compagnie. C'est un tableau avec forcément des animaux de compagnie. Le point d'exclamation, ça permet de donner un ordre sur le type. Et ici, il permet d'obliger à retourner un tableau. C'est une donnée requise en fait. Si on fait la requête, elle ne peut pas être vide. Hop, hop, hop. Du coup, je vais vous montrer le playground. Alors le playground en fait, ça va être un IDE en fait interactif sur lequel je vais pouvoir faire mes requêtes. À la base, on utilisait GraphQL. Là, c'est une surcouche qui a été mise dessus avec pas mal de petites choses en plus. Super pratique. Du coup, pour faire une requête, déjà, on va dire quel type de requête c'est. Ça va être une query. On lui donne un nom. Je vais l'appeler getUsers. Oups. Et j'appelle mon résolveur. Et sur mon résolveur, je vais demander l'ID. Du coup, on voit qu'il y a de l'autocomplétion. Le first name et le last name. Là, je lance ma requête. Et je reçois bien du coup la liste de mes utilisateurs. Si je veux demander du coup sur cet utilisateur des données qui sont comment dire, en relation avec cet utilisateur, du coup je vais demander ces animaux de compagnie, je vais leur demander leur ID et leur nom. Hop. Là on voit bien que du coup ça m'a retourné un objet de type JSON avec dans les animaux de compagnie un tableau avec l'ID et le nom. Hop. Et on va passer côté React. 2 secondes. Hop. C'est ici. Ici. Alors, pour... Oui, non, c'est là. Alors,
pour initialiser le client Apollo. Du coup, ce qui va nous permettre de faire des requêtes dans les différents composants. On l'instancie en fait grâce à un composant container. On lui passe le client que je vais vous montrer ici. On lui dit l'URI sur laquelle il doit taper pour faire ses requêtes et une méthode pour utiliser le cache que je vais vous montrer aussi dans un deuxième temps. Alors pour faire une première requête, du coup, hop, on va aller sur la route home. Hop là, voilà. Alors on importe le GQL en fait, c'est un template littéral, ce qui va nous permettre de faire des requêtes et du coup ça nous, comment dire, ça nous colorise le code. J'étais pas sûr de ce mot. Ça nous colorise le code et du coup on sait si on a fait une erreur ou pas. Du coup, bah, pareil que tout à l'heure, j'ai fait une query getUser sur laquelle j'ai requêté, enfin j'ai tapé sur le resolver users, j'ai demandé l'ID, le first name, le last name et les animaux de compagnie. Hop. Et du coup, ce que ça donne, je suis sur la home. Voilà. Du coup, j'ai requêté mes users. On voit bien qu'ils sont arrivés ici avec le first name, le last name et l'ID. Et avec leurs animaux de compagnie aussi, du coup. Alors, comment je fais ma requête, du coup, dans le JSX? J'utilise le hook useQuery, dans lequel en premier paramètre il prend du coup la variable GQL que j'ai montée tout à l'heure et une fetch policy. Enfin, en deuxième argument, il prend les options. Du coup, dans les options, je lui ai mis une fetch policy à network only. Ça veut dire en fait que je vais requêter à chaque fois que je vais recharger ce composant. Du coup, le hook nous renvoie loading, loading, data et error. Du coup, ça va me permettre de afficher les informations seulement quand elles seront là. Hop. Et si, tac tac tac, ce qu'on peut faire aussi, du coup, ça va être une édition. Hop. Ah oui, c'est mieux. Désolé. Du coup, voilà. Je vais la refaire. Du coup, le hook useQuery en paramètre, il prend du coup une variable GQL et des options. Du coup, dans les options, là, j'ai mis une variable. Enfin, c'est pas celui que j'ai montré tout à l'heure, mais ça marche aussi. Il prend des variables. Du coup, là, ici, pour cette requête, j'ai besoin du user ID. Je vais remontrer la requête. Euh, ouais, c'est celle-là. Du coup, je passe les variables. C'est une variable de type ID. Et sur le resolver, je me sers de cette variable pour faire ma requête. La fetch policy ici, c'est cache first. Alors, je vais l'expliquer après. Mais en gros, il y a plusieurs possibilités avec les fetch policies. Du coup, bah, ça me renvoie loading, data et potentiellement error, mais je ne l'ai pas utilisé ici. Et je peux afficher les données dont j'ai besoin une fois que la requête est terminée. Hop. Et pour une mutation, du coup, c'est à peu près pareil. Il prend des arguments en. Enfin, pareil, j'utilise le template literals. Je crée ma variable mutation. J'utilise du coup une variable user ID de type ID et une variable user de type user input. La variable de type user input, en fait, elle prend pas les mêmes choses que la variable user dans le sens où on n'a pas besoin de modifier un ID. Du coup, j'ai exclu cette variable du type input. Et pareil, il y a des traitements en fait qui peuvent être faits sur des inputs qui ne seront pas faits sur des requêtes. Du coup,
Hop, ici c'est ce que je veux en réponse de ma mutation, ce qui va m'être envoyé. Et pour faire ma mutation, du coup pareil, je lui passe ma variable. Et ce que je récupère ici, en fait, ça va être un tableau avec en premier argument la fonction. J'ai plus la doc en tête, je sais plus ce qui se passe en deuxième argument. Je crois que c'est pour un refetch ou quelque chose comme ça. Du coup, je peux utiliser ma fonction sur sur le formulaire. Hop. Et maintenant, on va passer aux fetch policies qui sont super cool, je trouve. Alors, hop, sur la home, on est en network only, sur les animaux de compagnie. On est en cache first, c'est parfait. Alors, pareil, je vais go back et je vais aller sur Timon. Alors, Timon, bah, c'est une mangouste de race type de race mangouste. Je vais pouvoir l'éditer. Hop, et aujourd'hui, Timon, ça va pas être une mangouste, ça va être une hyène. Alors, hop, j'édite. On voit bien qu'il y a une requête qui est partie ici. Du coup, c'est la requête update celle de mon résolveur. Et elle m'a retourné du coup Timon de Racienne. Et étant donné que j'ai utilisé tout à l'heure du coup la fetch policy cache first, si je reviens, euh, oui, si je reviens sur Timon, on voit que sa race a changé et pourtant il n'y a pas de requêtes qui sont parties. En fait, c'est l'utilisation de in-memory cache de Apollo. Ça me permet en fait de faire des requêtes seulement si j'en ai besoin. Du coup, sur chaque requête, je vais spécifier ce que je veux comme fetch policy, cache first. Il y a network only, du coup, qui va faire seulement des requêtes. Il y a, il y a quoi? Cache first, en fait, elle permet de faire attends. Oups. Oui, cache first, elle permet de ne pas faire la requête si l'élément est déjà là. Il y a network only, il y a cache and network qui permet de faire la requête, mais d'afficher le cache en attendant. Du coup, c'est à peu près de l'optimistique. C'est à peu près tout pour mon talk. Est-ce que vous avez des questions ou des sujets que j'ai peu abordés? Oups. Il y a toujours un délai, c'est rigolo. Ou des choses que vous avez moins comprises et que je pourrais montrer plus longtemps à l'écran. Et j'ai oublié de changer de scène. Je vais vous remontrer. Hop. Alors, je vais éditer Timon. C'est pas du tout une hyène, c'est une mangouste. Je l'édite. Hop. Oui, je remonte. Je l'édite. Du coup, il y a bien la requête update pet qui est partie. Et si je reviens sur la home, hop, donc j'ai refait une requête, hop. Et si je reviens sur la home, la requête n'est pas partie du coup parce que on s'est rendu compte que la variable était déjà là. Du coup, pas besoin de faire une requête cache first et on utilise en fait ce qui est déjà en cache côté client. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des trucs que je pourrais plus éclaircir ou pas? Oui, 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 oui. Là, ce que je montrais du coup, c'était Apollo et GraphQL. Alors, en fait, enfin, GraphQL, c'est un langage à part qui peut être utilisé avec n'importe quel langage de programmation. Apollo, en fait, c'est la bibliothèque qui va me permettre de l'utiliser avec Node.js plus simplement. Il y en a d'autres aussi, que ce soit sur Node ou sur d'autres langages.
Et sinon, le cache, ça se gère en fait sur des requêtes, enfin sur des, on peut le modifier, enfin comment dire, on peut le gérer en fait sur chaque requête. Du coup, s'il y a une requête qui peut être potentiellement dangereuse, on va plutôt préférer utiliser du network only. Sur des requêtes un peu moins importantes ou comment dire, on peut afficher de l'optimistique, on peut se servir du cache. Grâce à Cache and Network, du coup, ou Cache First. Merci. Est-ce que vous avez tout bien compris? De rien. Haha, ça c'est une vraie question. Du coup, en fait, l'utilisation du cache, elle permet d'alléger Redux énormément. Et enfin, moi, ma règle avec Redux, c'est ne pas l'utiliser tant qu'on n'en a pas vraiment besoin. Du coup, sur une application avec du GraphQL et de la mise en cache d'Apollo, je me suis retrouvé à développer beaucoup de sites, des plus ou moins gros, sans utiliser Redux. Après, ça remplace pas totalement Redux, mais ça permet de l'alléger. Et oui, c'est pour ça que c'est super cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je vous montre le serveur un peu plus? Le délai. Alors, côté serveur, hop. Alors, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai construit une API REST. Je vais repasser du coup sur la bonne scène. Hop. J'ai construit une API REST sur laquelle j'ai appliqué du coup le serveur Apollo. Parce que Apollo développe son propre serveur et si on n'a pas besoin de REST, du coup on peut le s'en servir du coup indépendamment. Pareil, on fera des app.listen et il y aura que du Apollo qui tourne derrière. On peut du coup appliquer sur l'Apollo ouais, on peut appliquer du coup sur Apollo une API REST aussi. Ça permet d'avoir un échange assez facile. Oui, du coup là c'est ce qu'on applique. Et là du coup ben, j'importe Apollo Server Express, c'est celui qui fait le pont entre Express et Apollo. J'importe l'escalaire du coup, je m'en suis pas servi ici mais c'est très pratique, très très pratique. J'importe mes types que je vais montrer dans 2 secondes. Et hop là. Voilà. En fait, ici, je me suis servi du coup. Le bash schéma, c'est celui qui est ici, avec l'escalaire et les types query, mutation et le type schéma. Et sur lesquels j'ai rajouté du coup mes types custom, pareil, que je vais monter tout à l'heure. Et pareil pour les résolvers du coup. J'utilise le résolveur de base. Du coup, j'ai créé query et mutation avec le date time et le date que je peux requêter. Et le playground, du coup, ici je suis comment dire, en instance de développement, du coup, je peux l'afficher. Par contre, en prod, on n'a pas forcément envie de l'afficher pour tout le monde. Du coup, grâce à, grâce à la magie de Convict, j'ai décidé qu'en prod, en fait, je ne devrais pas l'afficher. Et du coup, ici, ça me permet de formater des erreurs. Qu'est-ce qui va me retourner, qu'est-ce que Apollo va me retourner en cas d'erreur. Du coup, je crée mon schéma et je l'envoie sur le serveur. Et c'est ça que j'applique sur l'API REST. Alors ici on va voir un type. Du coup ça je l'avais plutôt bien expliqué. Pareil, le point d'exclamation en fait il permet de dire qu'une variable elle est obligatoire.
dans le sens où je peux pas requêter un animal de compagnie. Oups. Je peux pas requêter. Je vais chercher mon chargeur, je suis désolé, 2 secondes. Heureux. Désolé. Alors, où j'en étais? Oui, je veux pas requêter le nom d'un animal de compagnie. Euh, Enfin, sachant qu'il est obligatoire en base de données, on peut pas me retourner une string vide. Du coup, j'ai rendu le champ obligatoire. Pareil pour l'ID et le user, il est obligatoire. Du coup, je définis les résolvers ici. Hop. Et là, du coup, enfin là, je l'ai défini dans le schéma GraphQL. Et là, je définis mes résolvers à l'aide de fonctions. Voilà, voilà. Et pour les types custom sur d'autres types custom, je suis obligé de passer par là. Du coup, sur le type pet, on peut requêter le type owner, du coup, qui va me retourner, euh, bon, grâce à mon ORM, le user qui est connecté à un animal de compagnie. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question qui m'a souvent été posée et c'est pourquoi on n'utiliserait pas toujours GraphQL? Alors, il y a une raison simple à ça. On le voit ici. Quand on fait une requête, quand on fait une requête sur des ressources avec des relations, c'est pas une seule requête SQL qui va partir, mais autant de requêtes GraphQL qu'il y a de relations. Du coup, en fait, sur des API lourdes avec beaucoup de données, on va plutôt privilégier le reste sur lequel on peut faire une seule requête que du GraphQL où ça peut prendre très longtemps si on a besoin de beaucoup de données. Alors les souscriptions, je peux en parler rapidement. Je les ai pas utilisées énormément. Ça va être un peu l'équivalent des WebSockets. Ça permet en fait de pouvoir faire une requête en continu et d'interfacer avec la base de données en direct. J'ai pas trop de, j'ai pas plus énormément d'informations sur ça. Enfin en tout cas à donner, sur lesquelles je suis sûr. Pour éviter de dire des bêtises, je vais pas tout dire. Mais typiquement, oui, bah ça, enfin c'est un type comme un autre. C'est le type, enfin il y a le type query, le type mutation et le type souscription. Il n'y a pas besoin d'énormément de développement pour pouvoir l'utiliser. Il y a autre chose que j'aurais aimé vous montrer aussi. Hop. Alors, on a vu que sur les users, on pouvait requêter un animal de compagnie et sur un animal de compagnie, on peut demander son propriétaire. Du coup, je peux demander ici le propriétaire. Et hop. Du coup, là, Apollo, il m'a dit que non, on n'aime pas faire. Ah non. Non, pas du tout.
Hop, c'est parce que c'est le champ first name ici. Là, voilà. Euh... Oui, du coup, on voit du coup que j'ai le type user, j'ai Jacques, l'haricot magique, et il a deux animaux de compagnie. Alors, c'est Timon et Pumba, et Timon, il a un propriétaire, forcément, son prénom c'est Jack. Et sur le type honneur, du coup, je peux requêter le type pet. Du coup, bah, la requête en fait elle devient de plus en plus compliquée et ça peut vite devenir dangereux. Il y a plusieurs protections pour ça et du coup je vous conseille de les mettre en place si vous les utilisez. Est-ce que vous avez des questions? Plus de questions? Bah merci. Merci beaucoup. De rien, de rien. Bah, du coup, on est sur une fin. Merci à vous d'avoir suivi le live, en fait, c'était super cool. Du coup, j'ai pu présenter GraphQL. Si ça vous intéressait, si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir. Du coup, mon nom c'est Jason Centaur. Et ouais, bah, je suis sur LinkedIn, Facebook, un peu partout. Et sinon, c'était super cool. Merci à vous. Je vous dis au revoir.